Ma belle-fille m'a giflé devant toute la famille, et savez-vous ce qui m'a le plus choqué? Personne n'a rien fait. Absolument personne ne s'est bougé pour me défendre. Mais 3 jours plus tard, quand je les ai vus en train de lire mon testament, tout a pris sens. Je m'appelle Sylvie Lafontaine, j'ai 67 ans et je vis à Toulouse depuis plus de 40 ans. Je pensais connaître ma famille, je pensais qu'ils m'aimaient. Comme je me trompais. C'était dimanche, le 15 octobre. La pluie fine typique de l'automne français battait contre les fenêtres de ma maison rue Saint-Étienne. Toute la famille s'était réunie pour notre déjeuner traditionnel, mon fils Pierre avec sa femme Isabelle, ma fille Sophie avec son mari Marc, et mes 3 petits-enfants, Lucas de 16 ans, Emma de 14 ans et le petit Thomas de 8 ans. J'avais passé toute la matinée à préparer le cassoulet, en suivant la recette que ma grand-mère m'avait enseignée quand je n'avais que 15 ans. L'arôme succulent de la viande de canard et des haricots blancs envahissait la cuisine, se mêlant à l'odeur d'ail et d'herbes de Provence que j'utilise toujours. « Maman, tu t'es surpassée aujourd'hui » dit Pierre en m'embrassant le front quand il arriva. Pendant un moment, j'ai senti cette chaleur familière dans la poitrine, la sensation d'être aimé et valorisé. Mais quelque chose était différent ce dimanche-là. Il y avait des chuchotements qui s'arrêtaient quand je m'approchais, des regards qui se détournaient rapidement, des sourires trop forcés. Isabelle, ma belle-fille depuis 15 ans, semblait particulièrement tendue, se rongeant constamment les ongles, un tic nerveux qu'elle avait quand elle mentait. Pendant le déjeuner, j'ai essayé de maintenir la conversation animée comme toujours. J'ai demandé des nouvelles du travail de Pierre, des études des petits-enfants, des projets pour les vacances d'été. Mais les réponses venaient courtes, monosyllabiques, comme si tout le monde était pressé de partir. C'est quand Pierre a laissé échapper « Maman, nous devons parler de, de l'avenir. » « Quel avenir ?» ai-je demandé, posant ma fourchette dans l'assiette. Isabelle et Sophie ont échangé un regard qui ne m'a pas échappé. Marc s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. Les petits-enfants ont continué à manger en silence, mais j'ai senti qu'ils prêtaient aussi attention. « C'est à propos de cette maison, maman, » dit Sophie, finalement. « Tu vieillis, tu vis seule, peut-être qu'il serait temps de penser à une maison de retraite. » Les mots sont tombés sur moi comme un seau d'eau glacée. « Maison de retraite ?» Ma voix est sortie plus forte que prévu. « Vous voulez m'interner dans une maison de retraite ?» Ce n'est pas exactement ça, Pierre a essayé d'adoucir. C'est que tu es seul ici dans cette grande maison, et nous nous inquiétons. Vous vous inquiétez? Je me suis levé de table, sentant le sang bouillir dans mes veines. Vous vous inquiétez tellement que vous ne me rendez visite qu'une fois par mois. Vous vous inquiétez tellement que quand j'appelle pour demander de l'aide pour changer une ampoule, vous mettez une semaine à venir. Maman, ne sois pas dramatique, Isabelle a parlé avec un ton d'impatience qui m'a glacé de l'intérieur. Nous avons nos vies, nos problèmes. Pierre est au chômage depuis 6 mois, je travaille 12 heures par jour, les enfants ont l'école. Et moi? Je n'ai pas le droit de vivre dans ma propre maison? Ma voix tremblait de colère et de tristesse. Cette maison que j'ai achetée avec la sueur de mon travail d'institutrice pendant 40 ans? C'est alors qu'Isabelle a explosé. Elle s'est levée de table si brusquement que la chaise a failli tomber. Ça suffit, Sylvie. Tu ne comprends pas que c'est nous qui allons devoir nous occuper de toi quand tu ne pourras plus te débrouiller seule? C'est nous qui allons devoir dépenser notre argent, notre temps, notre énergie. Isabelle. Pierre a essayé d'interrompre, mais elle a continué, le visage rouge de colère. Non, Pierre. Quelqu'un doit lui dire la vérité. Isabelle m'a pointé du doigt avec tant d'agressivité que j'ai instinctivement reculé d'un pas. Tu restes là, égoïste, ne pensant qu'à toi, sans considérer le poids que tu représenteras pour nous. Comment oses-tu me traiter d'égoïste, ai-je crié, sentant des larmes d'indignation brûler mes yeux. Moi qui vous ai aidé à acheter l'appartement? Moi qui me suis occupé de vos enfants quand vous en aviez besoin? Moi qui... C'est là que c'est arrivé. Isabelle s'est avancée vers moi et sa main a rencontré mon visage avec une force qui m'a fait chanceler. La douleur a brûlé comme du feu,
et le bruit de la gifle a résonné dans la salle à manger comme un tonnerre. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai porté ma main à mon visage, sentant la peau brûler là où ses doigts m'avaient frappé. J'ai regardé autour de la table, espérant, quoi? Que quelqu'un se lève? Que quelqu'un crie après Isabelle? Que quelqu'un me défende? Mais rien. Pierre regardait son assiette, comme si rien ne s'était passé. Sophie regardait son portable. Marc étudiait intensément l'étiquette du vin. Les petits-enfants ont continué à manger, faisant semblant de n'avoir rien vu. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Ma voix est sortie comme un murmure brisé. Elle m'a battu, et vous n'allez rien faire? Plus de silence. Isabelle, encore rouge de colère, respirait lourdement. Peut-être que maintenant tu comprends que tu ne peux plus faire tout à ta façon, Sylvie. Nous ne sommes plus des enfants pour que tu nous commandes. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. 67 ans de vie, 42 ans à être mère, 15 ans à être belle-mère, et c'est comme ça que ça se terminait. Avec une gifle au visage et une famille qui faisait semblant de n'avoir rien vu? Sortez, ai-je murmuré. Sortez de ma maison. Maman. Pierre a essayé de parler. Sortez, ai-je crié de toutes mes forces. Vous tous, sortez de ma maison maintenant. Ils se sont levés lentement, comme s'ils étaient les offensés. Isabelle a pris son sac avec des gestes brusques. Sophie regardait encore son portable. Les petits-enfants ont couru chercher leur manteau. Tu vas le regretter, Sylvie, Isabelle a dit à la porte, sans même me regarder dans les yeux. Tu auras besoin de nous plus tôt que tu ne l'imagines. La porte s'est fermée avec un claquement sec, et je suis restée seule dans ma salle à manger, avec le visage qui brûlait et le cœur brisé. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. J'ai pleuré pour l'humiliation, pour la trahison, pour la solitude qui m'engloutissait comme un trou noir. Mais au fond, une graine de quelque chose de différent a commencé à pousser. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était de la détermination. Vous n'imaginez pas ce que j'ai découvert dans les jours suivants sur ma propre famille. Ce que je les ai vus faire avec mon testament a tout changé. Continuez avec moi, car cette histoire ne fait que commencer, et ce qui s'est passé après cette gifle a révélé des vérités que je n'aurais jamais pensé qu'elles existaient. Vous devez savoir comment cette femme de 67 ans s'est vengée de la façon la plus intelligente possible. 3 jours s'étaient écoulés depuis la gifle, et je sentais encore mon visage brûler, non pas à cause de la douleur physique, qui était déjà passée, mais à cause de l'humiliation qui semblait s'être installée définitivement dans ma poitrine. Il était 10 heures du matin, mercredi, quand j'ai décidé que je ne pouvais plus rester enfermée chez moi à me lamenter. J'ai mis mon manteau de laine beige et je suis sortie pour me promener dans les rues de Toulouse. L'automne peignait la ville de tons dorés et rougeâtres, et l'air frais a aidé à clarifier mes pensées. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de comprendre comment j'en étais arrivée à ce point avec ma propre famille. C'est en marchant sur la place du Capitole que je me suis souvenue de Marie Durand, ma voisine depuis plus de 20 ans. Marie avait toujours été discrète, mais elle remarquait tout ce qui se passait dans la rue. Si quelqu'un pouvait me donner une perspective sur la situation, c'était elle. J'ai frappé à sa porte à 11 heures. Marie a ouvert avec son sourire chaleureux habituel, mais j'ai perçu de l'inquiétude dans ses yeux bleus quand elle a vu mon visage. « Sylvie, ma chérie. Comment vas-tu » J'ai entendu quelques voix fortes dimanche. Nous sommes entrés dans sa cuisine accueillante, qui sentait la cannelle et le café fraîchement passé. Marie a servi 2 tasses de café et s'est assise en face de moi, attendant. J'ai tout raconté. Chaque mot, chaque regard, chaque moment de ce dimanche terrible. Marie m'a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps, faisant de petits bruits de désapprobation. « Mon Dieu, Sylvie, dit-elle quand j'ai terminé. C'est inacceptable. Une belle-fille qui bat sa belle-mère, à mon époque, c'était impensable. Mais ce qui me fait le plus mal, Marie, c'est que personne ne m'a défendue. Mes propres enfants sont restés silencieux comme si je méritais ça.
Marie est restée pensive un moment, remuant lentement son café. Sylvie, puis-je te dire quelque chose que tu ne voudras peut-être pas entendre? Mon estomac s'est contracté. Quoi? Ces derniers mois, j'ai vu Pierre et Isabelle dans la rue plusieurs fois. Ils s'arrêtent devant ta maison, parlent à voix basse, pointent vers les fenêtres. Une fois, j'ai même vu Isabelle prendre des photos de la façade avec son portable. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Des photos? Pourquoi faire? Je ne sais pas, mais j'ai aussi vu un homme en costume avec eux il y a 2 semaines. Il avait l'air d'être un agent immobilier. Ils sont restés plus d'1 heure à mesurer et noter des choses dans un carnet. Le monde a semblé tourner autour de moi. Agent immobilier? Mais ils ne peuvent pas vendre ma maison. Elle est à moi. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas, ma chérie. Mais peut-être qu'ils se préparent. Les paroles de Marie ont résonné dans mon esprit pendant tout le chemin du retour. Se préparer à quoi? Et alors je me suis souvenu des mots d'Isabelle, tu auras besoin de nous plus tôt que tu ne l'imagines. En arrivant chez moi, je suis allé directement dans mon bureau. Quelque chose me dérangeait, une sensation que les choses n'étaient pas à leur place. J'ai ouvert les tiroirs de mon secrétaire et j'ai commencé à vérifier mes documents. C'est alors que j'ai remarqué, mon testament n'était pas où je le gardais toujours. Le cœur battant, j'ai fouillé tous les tiroirs, tous les dossiers. Rien. Le document avait disparu. Mais comment? La seule copie était là, dans le tiroir fermé à clé, et j'avais la seule clé. Ou ne l'avais-je pas? J'ai couru vers la cuisine et j'ai pris mon trousseau de clés. J'ai compté 1, 2, 3, il en manquait une. La petite clé dorée du tiroir du bureau avait disparu. J'ai senti mes jambes faiblir. Je me suis assise sur la chaise de la cuisine, essayant de comprendre ce qui se passait. Quelqu'un était entré dans ma maison, avait volé la clé et emporté mon testament. Mais qui? Et quand? Alors je me suis souvenu, la semaine précédente, Isabelle était venue chercher une recette de gâteau que j'avais promis de lui donner. Elle était restée seule dans la cuisine pendant quelques minutes pendant que je cherchais le carnet dans la chambre. Assez de temps pour prendre la clé. Mais pourquoi voulait-elle mon testament? La réponse m'est venue comme un coup de poing à l'estomac. Il voulait savoir ce qui était écrit dedans. Il voulait savoir combien d'argent j'avais, comment je partageais les biens, s'il y avait une clause qui pourrait leur nuire. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon avocat, Monsieur Laurent Moreau. Ironie du sort, il avait le même nom de famille que celui que j'utilisais quand j'étais marié, mais nous n'étions pas parents. Bonjour, Monsieur Laurent? C'est Sylvie Lafontaine. J'ai besoin d'urgence d'une copie de mon testament. L'original a disparu. Disparu? Comment ça, Madame Lafontaine? J'ai brièvement expliqué la situation. Laurent est resté silencieux pendant quelques secondes. C'est très grave, madame. Voler des documents légaux est un crime. Voulez-vous que j'alerte la police? Pas encore, ai-je répondu. D'abord, je dois être sûr. Pouvez-vous m'envoyer une copie aujourd'hui même? Bien sûr. Je vais demander à mon assistant de l'apporter chez vous cet après-midi. À 3 heures, j'avais une nouvelle copie du testament entre les mains. J'ai relu chaque ligne, chaque clause, essayant de voir à travers les yeux de ma famille ce qu'ils avaient vu. La maison était évaluée à 450 000 €. Mes économies s'élevaient à 180 000 €. L'assurance vie, encore 100 000 €. Au total, un patrimoine de 730 000 € qui serait divisé équitablement entre Pierre et Sophie. Pour une famille avec des difficultés financières, c'était une somme tentante. Mais il y avait une clause que j'avais incluse il y a 5 ans, quand j'ai réalisé que mes enfants ne me cherchaient que quand ils avaient besoin d'argent. Si j'étais interné dans une maison de retraite contre ma volonté, 50% du patrimoine serait donné à des œuvres de charité. C'était pour ça. C'était pour ça qu'ils voulaient que j'accepte volontairement l'internement. S'ils me forçaient, ils perdraient la moitié de l'héritage. Cette nuit-là, j'ai à peine réussi à dormir.
Mon esprit bouillonnait avec cette découverte. Ma propre famille calculait ma mort, planifiait mon avenir sans me consulter, volait mes documents. Jeudi matin, j'ai décidé de faire un test. J'ai appelé Pierre. Allô, mon fils? Comment vas-tu? Ah, salut maman. Je vais bien. Sa voix sonnait bizarre, coupable. Pierre, je réfléchissais à ce que vous avez dit dimanche. À propos de la maison de retraite. Il y a eu une longue pause. Maman, écoute, à propos de ce qui s'est passé, Isabelle était nerveuse, elle n'aurait pas dû. Non, Pierre. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que j'ai vraiment besoin de soins spéciaux. Une autre pause, mais différente cette fois. J'ai perçu de l'intérêt dans sa voix quand il a répondu. Tu crois? Oui. En fait, j'ai déjà commencé à chercher quelques options. Il y a une très bonne maison à Carcassonne, c'est à 1 heure d'ici. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, si tu penses que c'est mieux. Oui. D'ailleurs, j'ai déjà pris rendez-vous pour une visite samedi. Pourrais-tu m'accompagner? Bien sûr, maman. Bien sûr que oui. L'animation dans la voix de Pierre m'a brisé le cœur. Tu veux que j'appelle Sophie aussi? Ce serait formidable. Et Isabelle? Hésitation. Eh bien, peut-être que ce serait mieux juste nous trois d'abord, non? J'ai raccroché avec le cœur brisé. Mon propre fils était enthousiaste à l'idée de m'interner. Pas par inquiétude pour moi, mais pour ce qu'il gagnerait avec ça. Mais s'il pensait que je serais une victime facile, il se trompait lourdement. À 67 ans, j'avais encore beaucoup de combats en moi. Vendredi, j'ai rappelé Monsieur Laurent. J'ai besoin de faire quelques modifications à mon testament, ai-je dit. Et j'ai besoin que ce soit fait avec beaucoup de discrétion. Quel type de modification, madame? Je vais expliquer en personne. Pouvez-vous me recevoir cet après-midi? À 4 heures, j'étais dans le bureau de Laurent, un homme élégant d'une 50aine d'années, qui s'occupait de moi depuis plus d'une décennie. J'ai expliqué toute la situation, la gifle, la disparition du testament, la conversation avec Pierre. Laurent écoutait en silence, prenant des notes occasionnelles. C'est une situation très délicate, madame. Mais je comprends votre mécontentement. Qu'aimeriez-vous modifier? Je veux faire un nouveau testament. Et je veux que ce soit une surprise pour tout le monde. J'ai passé 2 heures dans le bureau, élaborant chaque détail du nouveau document. Quand je suis sortie, je me sentais différente. Plus la victime humiliée de dimanche. J'avais un plan. Cette nuit-là, j'ai dîné seule comme toujours, mais cette fois avec un sourire sur les lèvres. Samedi, je ferai ma performance finale pour Pierre et Sophie. Et après, après, ils auraient une surprise qu'ils n'attendraient jamais. Le téléphone a sonné à 9 heures du soir. C'était Sophie. Maman? Pierre m'a parlé de la maison de retraite. Tu es sûre que c'est ce que tu veux? J'en suis sûre, ma chérie. En fait, je suis très enthousiaste. Enfin, je vais avoir de la compagnie, des soins médicaux, des activités. Tu sembles différente. Différente comment? Je ne sais pas. Plus résignée? Si elle savait que ce n'était pas de la résignation, mais de la détermination. C'est l'âge, Sophie. On apprend à accepter les choses. Bon, alors on se voit demain. Nous viendrons te chercher à 10 heures. Parfait. À demain. J'ai raccroché et je suis allée dans la chambre. Dans le miroir, j'ai regardé mon reflet pendant longtemps. La femme qui me regardait en retour n'était plus la Sylvie naïve qui croyait aveuglément à l'amour de la famille. C'était quelqu'un de plus fort, de plus sage. Et beaucoup plus dangereuse. Samedi matin est arrivé avec du soleil entre les nuages, un temps typique d'octobre à Toulouse. Je me suis réveillée à 7 heures, j'ai pris mon petit déjeuner calmement et je me suis habillée avec un soin particulier. J'ai choisi ma robe bleu marine,
la même que je portais pour les occasions importantes, et le collier de perles que ma mère m'avait laissé. Si j'allais jouer le rôle de la vieille dame résignée, je le ferais avec élégance. À 10 heures précises, la voiture de Pierre s'est arrêtée devant ma maison. Il est venu avec Sophie, comme convenu. J'ai remarqué que tous les deux semblaient mal à l'aise, évitant mon regard quand ils sont entrés. « Bonjour, maman », Sophie m'a embrassé sur la joue, mais le geste semblait mécanique. « Tu es belle aujourd'hui », Pierre a commenté, mais il y avait quelque chose de forcé dans son ton. « Merci, mes chéris. J'ai hâte de connaître cet endroit. » Pendant le trajet vers Carcassonne, j'ai maintenu une conversation apparemment normale sur le temps, sur les petits-enfants, sur des banalités. Mais j'observais chaque expression de mes enfants dans le rétroviseur. Pierre conduisait tendu, les jointures des doigts blanches sur le volant. Sophie jouait nerveusement avec son sac. « Maman, Sophie a dit quand nous étions à la moitié du chemin, es-tu absolument sûre de vouloir faire ça ? Parce qu'une fois que tu auras déménagé. » « Une fois que j'aurai déménagé, quoi ?» ai-je demandé, feignant l'innocence. Pierre et Sophie ont échangé un regard rapide. « Rien, maman. C'est juste que, c'est un grand changement dans ta vie. » Bien sûr que c'en est un. Mais parfois les changements sont nécessaires, vous ne trouvez pas ? La résidence Saint-Michel se trouvait dans un manoir du XIXe siècle, entouré de jardins bien entretenus. De l'extérieur, cela semblait vraiment être un endroit agréable. Nous avons été reçus par la directrice, Madame Clarisse Dubois, une femme d'âge mûr avec un sourire professionnel et des yeux calculateurs. Madame Lafontaine. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vos enfants m'ont beaucoup parlé de vous. Intéressant. Mes enfants lui avaient déjà parlé auparavant ? Quand ? Que c'est bien, ai-je répondu, gardant le sourire. Je suis très curieuse de connaître les installations. La visite a duré 1 heure. Madame Dubois nous a montré les chambres, petites mais propres, la salle d'activité, le réfectoire, le jardin. Tout très organisé, très impersonnel. Et concernant les coûts, ai-je demandé quand nous sommes revenus à la réception. C'est 3 200 € par mois, incluant l'alimentation, les soins médicaux de base et les activités récréatives, a répondu Madame Dubois. C'est un investissement dans votre qualité de vie. J'ai fait le calcul mentalement. En 2 ans, ils auraient dépensé presque 80 000 € de mes 180 000 d'économies. Ce n'était pas étonnant qu'ils soient intéressés à m'interner rapidement. Quand Madame aimerait-elle déménager, a demandé la directrice. J'ai regardé Pierre et Sophie, qui m'observaient avec une attention excessive. Le plus vite possible, ai-je répondu. Peut-être la semaine prochaine ? Le soulagement sur les visages de mes enfants était presque palpable. Parfait, a dit Madame Dubois. Je vais préparer les papiers. Nous aurons besoin de la documentation complète et du premier paiement à l'avance. Sur le chemin du retour, Pierre et Sophie étaient visiblement plus détendus. Ils ont parlé de détails pratiques, quand venir chercher mes affaires, comment organiser le déménagement, que faire de la maison. La maison, ai-je demandé, feignant la surprise. Que voulez-vous dire ? Eh bien, maman, tu n'en auras plus besoin, a dit Sophie prudemment. Peut-être vaudrait-il mieux la vendre rapidement, avant que les prix baissent encore. Vous y avez déjà pensé ? C'est juste une suggestion, Pierre s'est empressé de dire. Bien sûr, la décision t'appartient. Menteur. Ils avaient déjà tout planifié. Vous avez raison, j'ai acquiescé. Peut-être devrais-je vraiment vendre. D'ailleurs, j'ai besoin de mettre à jour quelques documents avant le déménagement. Pouvez-vous m'accompagner chez le notaire lundi ? Bien sûr, maman. Quel type de documents ? Procuration, testament, ces choses bureaucratiques. J'ai vu Pierre et Sophie échanger un autre regard rapide. Testament ? Sophie a demandé, essayant de paraître désinvolte. Oui. Avec ce changement de vie, j'ai besoin de réviser quelque chose. Le reste du trajet s'est fait dans un silence relatif.
Je faisais semblant de contempler le paysage par la fenêtre, mais en réalité j'observais la tension croissante entre mes enfants. Quand nous sommes arrivés chez moi, je les ai invités à entrer. Je vais faire du thé pour célébrer ma nouvelle phase, ai-je dit, allant vers la cuisine. Pierre et Sophie sont restés dans le salon, et j'ai pu entendre des chuchotements. J'en ai profité pour exécuter la partie suivante de mon plan. Je suis revenu avec le plateau du thé et j'ai, accidentellement, fait tomber quelques feuilles de papier par terre. Comme je suis maladroite, ai-je murmuré, me baissant pour ramasser les papiers. Sophie a été plus rapide et a pris une des feuilles. Ses yeux se sont écarquillés quand elle a lu le contenu. « Maman, qu'est-ce que c'est que ce papier ? » « Ah, ça, j'ai feint l'indifférence. C'est juste un brouillon de mon Nouveau Testament. Je suis encore en train de décider quelque chose. » Pierre a pratiquement arraché le papier des mains de Sophie. J'ai lu dans ses yeux le moment exact où il a compris ce qui était écrit. Le brouillon, que j'avais préparé soigneusement, disait qu'en cas de décès ou d'incapacité, 80% de mes biens seraient donnés à des institutions de charité, spécifiquement à des organisations qui s'occupent des personnes âgées abandonnées par leur famille. « Maman ?» Pierre a balbutié, « tu es sûre ? » ?»« Pourquoi ? » ?»« Il y a un problème, ai-je demandé, feignant une innocence totale. Sophie était pâle. « C'est que, eh bien, nous avons toujours pensé que vous hériteriez de tout ?» J'ai complété la phrase avec un sourire doux. « Mes chéris, après ce qui s'est passé dimanche, j'ai réalisé que vous avez vos propres vies à gérer. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi. » « Mais maman, dimanche c'était un malentendu. » Pierre a dit rapidement. Isabelle était stressée, tu sais comment c'est. « Bien sûr, mon chéri. Et vous êtes resté silencieux parce que vous étiez stressé aussi, j'imagine. » Le silence qui a suivi était délicieux à observer. Je voyais leurs neurones travailler frénétiquement, essayant de trouver un moyen d'inverser la situation. « Maman, » Sophie a dit finalement, « peut-être devrais-tu mieux réfléchir à cette décision. Tu es émotionnellement perturbée. » « Au contraire, ma chérie. Je pense plus clairement que jamais. » Pierre s'est levé brusquement. « Maman, nous devons parler. En famille. Tous ensemble. » « Pourquoi faire ? » Pour résoudre cette situation. Ça ne peut pas rester comme ça. » « Quelle situation ? » ?»« Je ne vois aucune situation. Je vais dans un endroit où je serai bien soignée, je donne mon argent à ceux qui en ont vraiment besoin. Tout est résolu. » Sophie a commencé à pleurer. Des larmes sincères, mais je savais qu'elles n'étaient pas pour moi, elles étaient pour l'héritage qui leur glissait entre les doigts. « S'il te plaît, maman, ne nous fais pas ça. » Faire quoi ? M'occuper de ma vie ? Pierre s'est rassis, s'est passé les mains dans les cheveux dans un geste de désespoir. D'accord. D'accord, maman. Nous avons eu tort. Isabelle a eu très tort dimanche, et nous avons eu tort de ne pas te défendre. Mais ça ne veut pas dire que tu doives nous punir de cette façon. Enfin. La vérité commençait à apparaître. Punir ? Qui parle de punition ? Vous avez dit vous-même que j'ai besoin de soins, que je suis un poids pour vous. Nous n'avons jamais dit ça. Sophie a protesté. Non. Alors qu'est-ce qu'Isabelle voulait dire quand elle a parlé du poids que je représenterais pour vous ? Silence à nouveau. Maman, Pierre a dit, avec une voix de quelqu'un qui implorait, que veux-tu que nous fassions ? Ah, la question à 1 million d'euros. Littéralement. Je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit. J'ai déjà pris mes décisions. Mais ce ne peut pas être définitif, n'est-ce pas ? Tu peux changer d'avis. Pourquoi ? Donnez-moi une raison de changer d'avis. Pierre et Sophie se sont regardés, visiblement ne sachant pas quoi répondre. Parce que nous sommes ta famille, Sophie a dit faiblement. Famille, j'ai répété le mot lentement. La famille ne laisse personne battre sa mère et rester silencieuse. La famille ne vole pas de documents.
La famille ne mesure pas la maison de sa mère avec un agent immobilier en cachette. Le visage de Pierre a pâli. Comment as-tu su pour l'agent immobilier? Toulouse est une petite ville, mon fils. Les gens parlent. Ils sont restés là pendant encore 2 heures, essayant de me convaincre de changer d'avis, faisant des promesses, demandant pardon. Mais j'ai maintenu ma position ferme. Quand ils sont finalement partis, Pierre m'a dit à la porte. Maman, nous allons parler avec Isabelle. Nous allons résoudre ça. Il n'y a rien à résoudre, Pierre. Mes décisions sont prises. J'ai fermé la porte et je m'y suis appuyé, souriant. La phase 2 de mon plan avait fonctionné parfaitement. Maintenant c'était l'heure de la phase 3, la plus importante de toutes. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Monsieur Laurent. Bonsoir. Comment s'est passée la représentation? Parfaitement. Ils ont mordu à l'hameçon complètement. Maintenant j'ai besoin que vous prépariez tout pour lundi. Tout est déjà prêt, madame. Les vrais documents sont ici, attendant votre signature. Excellent. Et l'autre partie du plan? C'est aussi organisé. L'enquêteur privé a déjà toutes les preuves dont nous avons besoin. J'ai raccroché et je suis allé dans ma chambre. Dans le miroir, la femme qui me regardait en retour souriait avec une confiance que je ne ressentais pas depuis des années. Ma famille pensait que j'étais une vieille sotte, facile à manipuler. Ils ne savaient pas qu'ils avaient réveillé une lionne. Lundi est arrivé avec un ciel clair et un soleil doré qui baignait Toulouse de cette lumière spéciale de l'automne français. Je me suis réveillée à 6 heures du matin, plus disposée que je ne me sentais depuis des mois. Aujourd'hui serait le jour où ma famille découvrirait qui était vraiment Sylvie Lafontaine. À 9 heures, Pierre et Sophie sont arrivés pour m'accompagner chez le notaire, comme convenu. Tous les deux semblaient avoir mal dormi, Pierre avait de profondes cernes et Sophie se rongeait nerveusement les ongles. « Bonjour, maman », Pierre m'a embrassé sur la joue. « Tu as bien dormi ?» Comme un bébé, ai-je répondu avec un sourire sincère. J'ai hâte de régler ces questions bureaucratiques. Dans la voiture, ils ont encore essayé de me convaincre de reconsidérer le testament. « Maman, as-tu repensé à notre conversation d'hier ?» Sophie a demandé. « J'y ai pensé, ma chérie. Et ma décision reste la même. »« Mais maman... » Pierre a commencé. « Non, Pierre. Assez de discussions. Vous avez rendu très clair dimanche dernier quelle place j'occupe dans cette famille. Le reste du trajet s'est fait dans un silence lourd. Nous sommes arrivés au bureau de Monsieur Laurent à 10 heures. Il nous a reçus avec son élégance habituelle, saluant Pierre et Sophie poliment. « Madame Lafontaine, tout est préparé comme demandé », a-t-il dit, me guidant vers son bureau. « Merci, Monsieur Laurent. Mes enfants aimeraient suivre le processus. » Bien sûr. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Laurent a ouvert un dossier et a sorti plusieurs documents. Bien, commençons par la procuration. Madame Lafontaine accorde des pouvoirs pour que ses enfants puissent prendre des décisions médicales et financières en cas d'incapacité. Pierre et Sophie se sont penchés en avant, prêtant attention à chaque mot. Ensuite, nous avons le testament, Laurent a continué, sortant un document épais. Madame Lafontaine a fait quelques modifications significatives par rapport au testament précédent. J'ai pu voir la tension dans les épaules de mes enfants. Les principales modifications sont... Laurent a commencé à lire, mais je l'ai interrompu. Monsieur Laurent, avant de continuer, j'aimerais que mes enfants sachent quelque chose d'important. Tous m'ont regardé. Pierre, Sophie, j'ai commencé, d'une voix calme mais ferme, savez-vous que mon testament original a disparu de ma maison la semaine dernière? Pierre a dégluti difficilement. Disparu? Oui. Avec la clé du tiroir où il était gardé. Quelqu'un est entré dans ma maison et a volé ces documents. Sophie est devenue pâle. Maman, tu es sûre? Peut-être que tu l'as rangé ailleurs? J'en suis absolument sûre. Et savais-tu que voler des documents légaux est un crime? Monsieur Laurent,
Pouvez-vous expliquer les implications légales de cet acte? Laurent a acquiescé gravement. Le vol de documents est un crime prévu par le Code pénal français, punissable de 3 ans de prison et d'une amende de 45 000 €. S'il y a des circonstances aggravantes, comme violation de domicile, la peine peut être encore plus lourde. J'ai vu Pierre et Sophie échanger un regard de panique. Mais heureusement, j'ai continué, j'ai réussi à récupérer le document. Comment? Pierre a demandé, la voix étranglée. J'ai souri. Ah, c'est une histoire intéressante. Voyez-vous, j'ai engagé un détective privé la semaine dernière. Monsieur Durand, pouvez-vous entrer s'il vous plaît? La porte s'est ouverte et un homme d'âge mûr, vêtu d'un costume sombre, est entré dans la salle. Pierre et Sophie semblaient sur le point de s'évanouir. Monsieur Durand a des informations très intéressantes à partager avec nous, ai-je dit. L'enquêteur a ouvert son dossier. Pendant la dernière semaine, j'ai surveillé les activités de la famille Lafontaine. J'ai ici des photos de Madame Isabelle Lafontaine entrant dans la maison de Madame Sylvie mardi dernier, utilisant des clés, quand la propriétaire n'était pas chez elle. Il a montré les photos. Isabelle clairement visible, ouvrant ma porte, entrant, sortant 20 minutes plus tard avec un dossier dans les mains. J'ai aussi des enregistrements de conversations téléphoniques intéressantes, Durand a continué. Par exemple, cet appel de mercredi entre Monsieur Pierre et sa femme Isabelle. Il a allumé un petit magnétophone. La voix de Pierre a rempli la salle. Tu as réussi à prendre le testament? J'ai réussi. Elle nous laisse tout à nous deux, à parts égales. C'est plus de 700 000 €, Pierre. Excellent. Et la maison? Elle est évaluée à 450 000. Si nous arrivons à l'interner rapidement, nous pouvons vendre rapidement. Et si elle résiste? Elle ne résistera pas. Après ce théâtre que j'ai monté dimanche, elle est brisée. Il suffit de la presser un peu plus. Le silence dans la salle était assourdissant. Pierre était blanc comme un linge. Sophie pleurait silencieusement. En continuant, Durand a poursuivi impitoyablement, j'ai aussi documenté des rencontres entre vous et des agents immobiliers, ainsi que des visites à la résidence Saint-Michel faites avant la supposée décision de Madame Sylvie. Il a présenté plus de photos, plus de documents, plus de preuves de la conspiration de ma propre famille contre moi. Et finalement, a dit Durand, j'ai ce document que j'ai trouvé dans la poubelle de la résidence de Monsieur Pierre, un brouillon de comment diviser l'argent de l'héritage entre les membres de la famille. C'était un papier avec l'écriture de Pierre, listant combien chacun recevrait, Pierre et Isabelle garderaient la maison et 300 000 €, Sophie et Marc avec 250 000 €, et il resterait 150 000 pour les dépenses avec la vieille jusqu'à ce qu'elle meure. Sophie a sangloté fort quand elle a vu le papier. Bon, ai-je dit, me levant de la chaise, maintenant que tout le monde connaît la vérité, nous pouvons continuer avec la lecture du testament. Laurent a repris la parole. Le Nouveau Testament de Madame Sylvie Lafontaine établit ce qui suit. Pierre et Sophie se sont préparés au pire. Première clause, la résidence rue Saint-Étienne, évaluée à 450 000 €, sera vendue. La valeur sera divisée équitablement entre Pierre Lafontaine et Sophie Moreau. Les deux ont levé la tête, surpris. Deuxième clause, les économies de 180 000 € seront divisées de la façon suivante. 90 000 € pour Pierre, 90 000 € pour Sophie. Ils se sont regardés, confus. Troisième clause, l'assurance vie de 100 000 € sera maintenue comme elle était, divisée équitablement entre les enfants. Maman, Pierre a balbutié, mais, et la donation pour la charité? J'ai souri. Ah, ça? C'était juste un test, mon chéri. Je voulais voir quelle serait votre réaction. Alors nous allons tout hériter quand même? Sophie a demandé, encore incrédule. Pas tout, ai-je répondu. Monsieur Laurent, continuez s'il vous plaît. Quatrième clause, Laurent a poursuivi, en compensation pour les dommages moraux subis, Madame Sylvie s'est réservé 50 000 € pour elle-même, pour vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours. Et cinquième clause,
J'ai continué moi-même, vous ne recevrez l'héritage que sous une condition. Quelle condition? Pierre a demandé, craintif. Isabelle devra venir ici, devant vous tous, et me demander pardon pour ce qu'elle a fait. Des excuses sincères, du cœur. Et vous, Pierre et Sophie, devrez faire de même pour être restés silencieux. C'est tout? Sophie a demandé, soulagée. Non. Isabelle devra aussi signer un document s'engageant à ne plus jamais entrer dans ma maison sans permission, et à me traiter avec le respect que je mérite. Et si elle n'accepte pas? Pierre a demandé. Alors vous ne recevez rien. C'est aussi simple que ça. Laurent a ajouté, et il y a encore la question criminelle. Madame Sylvie pourrait très bien poursuivre Isabelle pour vol et violation de domicile. Mais je ne le ferai pas, ai-je dit, tant qu'elle respecte les conditions. Pierre s'est levé rapidement. Maman, je vais chercher Isabelle maintenant même. Elle va accepter, je te le garantis. Excellent. Nous reviendrons ici demain à 10h pour la cérémonie d'excuses. Et Pierre? Oui, maman. Apporte le testament original qu'elle a volé. Je veux le voir être rendu devant moi. 1 heure plus tard, j'étais de retour chez moi, me sentant plus légère que je ne me sentais depuis des années. Ma famille avait appris une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Sylvie Lafontaine n'était pas une vieille sans défense à manipuler. J'ai préparé un thé et je me suis assise dans mon fauteuil préféré, regardant par la fenêtre les rues de Toulouse que j'aime tant. Je n'irai dans aucune maison de retraite. Je ne vendrai pas ma maison tant que je serai vivante. Et je ne serai plus jamais manqué de respect par ma propre famille. Le téléphone a sonné. C'était Marie, ma voisine. Sylvie. Je t'ai vu arriver avec tes enfants. Comment s'est passée la réunion chez le notaire? Ah, Marie, j'ai ri, c'était très éducatif. Pour tous les participants. Et alors? Tu vas vraiment déménager à Carcassonne? Pas question. C'est ma maison, et j'y resterai jusqu'au jour où Dieu m'appellera. Que c'est bien. Et ta famille? Ma famille vient d'apprendre que le respect n'est pas quelque chose d'optionnel. C'est obligatoire. J'ai raccroché et je suis retourné contempler le paysage. Le lendemain matin, Isabelle viendrait ici demander pardon. Et après ça, je suis sûr que ma vie reviendrait à la normale, mais une normale bien meilleure, où je serais traité avec la dignité que j'ai toujours méritée. Parfois, une gifle peut être exactement ce dont nous avons besoin pour ouvrir les yeux et montrer de quoi nous sommes capables. Isabelle m'a donné une gifle, mais j'ai donné une leçon qu'ils porteront pour toujours. Et savez-vous quoi d'autre? Je sens qu'à 67 ans, j'ai finalement appris à me valoriser. Je ne serai plus jamais la vieille dame gentille qui accepte n'importe quoi au nom de l'amour familial. Je suis Sylvie Lafontaine, et j'exige d'être traitée comme telle. Le respect ne se demande pas, il se conquiert. Et parfois, nous devons montrer que nous sommes plus fortes que nous ne le paraissons pour qu'on nous traite avec la dignité que nous méritons. La famille n'est pas seulement le sang, c'est l'amour, le respect et les soins mutuels. Quand cela manque, il n'y a aucun lien familial qui tienne. Écoutez, je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez maintenant ont reconnu quelque chose dans cette histoire. Peut-être avez-vous ressenti cette oppression dans la poitrine quand j'ai parlé du silence de la famille après la gifle. Ou peut-être avez-vous identifié cette sensation amère de réaliser que vos propres enfants ne vous voient que comme un patrimoine en attente d'être partagé. À 67 ans, j'ai appris que notre âge ne nous rend pas invisibles, encore moins jetables. Et si vous traversez quelque chose de similaire, si vous sentez que votre famille vous traite comme un fardeau, si vous avez déjà entendu des chuchotements sur les maisons de retraite quand ils pensent que vous n'écoutez pas, si vous avez déjà remarqué des regards trop intéressés quand ils parlent d'héritage, je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de milliers de personnes de notre génération qui se sont réveillées un jour et ont découvert que l'amour qu'elles ont donné toute leur vie n'était pas rendu avec le respect que nous méritons. Racontez-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Avez-vous déjà senti que votre propre famille mesurait votre valeur par ce que vous avez,
pas parce que vous êtes? Avez-vous déjà dû montrer les griffes pour être respecté dans votre propre maison? Ou peut-être avez-vous une histoire similaire, où vous avez dû prouver que vous avez encore beaucoup de feu dans le cœur? N'ayez pas honte de partager. Ici sur cette chaîne, nous nous comprenons. Ici votre histoire compte, votre expérience vaut de l'or, et votre sagesse est respectée. Chacun de vos commentaires me renforce et renforce d'autres qui traversent le même combat. Et si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé que vous avez encore beaucoup de pouvoir entre vos mains, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Appuyez sur ce bouton rouge comme si vous donniez une gifle au visage de ceux qui vous sous-estiment. Parce qu'ici je raconte plus d'histoires comme ça, des histoires de personnes comme nous, qui ne baissent pas la tête, qui n'acceptent pas d'être traitées comme un poids mort. Chaque semaine j'apporte des histoires qui vont vous faire sentir plus fort, plus valorisé, plus respecté. Des histoires qui prouvent que notre âge est notre couronne, pas notre condamnation. Activez aussi les notifications, parce que vous ne pouvez pas manquer aucune de ces histoires. Elles sont notre force, notre union, notre preuve que nous avons encore beaucoup à enseigner à ces jeunes gens qui pensent tout savoir. Et partagez cette vidéo avec cet ami ou cette amie dont vous savez qu'il ou elle a besoin d'entendre ça. Avec cette personne qui marche tête baissée parce que la famille ne l'apprécie pas, montrez-lui que nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des survivants, nous sommes des guerriers, nous sommes la génération qui a construit ce pays de ses propres mains. Vos commentaires sont mon carburant. Chaque « j'aime » est une étreinte que je reçois. Chaque abonnement est une personne de plus dans notre vraie famille, la famille que nous choisissons, qui nous respecte, qui comprend notre valeur. Ne partez pas d'ici sans laisser votre marque. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vengeance, racontez-moi si vous auriez fait différemment, parlez-moi de vos propres batailles. Parce qu'ensemble nous sommes plus forts, et personne ne nous fera plus jamais nous sentir petits. Le bouton d'abonnement est juste là en bas. Appuyez dessus maintenant, parce que demain vous pourriez oublier, et je ne peux pas vous perdre de notre famille. Nous avons besoin les uns des autres dans ce voyage. À la prochaine histoire, et souvenez-vous, le respect ne se demande pas, il se conquiert.